salut tout le monde, Françoise Boivin, le rapport Boivin. Merci d'être là, merci de nous écouter, de prendre le temps de nous écouter, soit sur TVC Basse-Lièvre ou encore ma TV. C'est déjà le 15e chapitre. Je sais que je vous le dis à chaque semaine, j'en reviens pas comment les chapitres s'accumulent. On enregistre jeudi, en après-midi, 16 mars, donc s'il se passe de quoi en fin de semaine, achalez-moi pas, je ne le sais pas d'avance. Alors, je n'ai pas encore ce don-là. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a accroché l'autre jour et qui m'a dit « Hey, comment ça que tu n'as pas parlé de ça dans l'émission? » Et ce n'était pas arrivé quand j'ai enregistré. Enfin, voilà, c'est votre réponse. Quelle semaine, mais quelle semaine de fou. Ça sent la tempête partout. Ça a été une tempête par-dessus l'autre, puis je ne parle pas juste genre tempête de neige. On savait que ça brassait énormément du côté de notre transporteur public, la STO, la Société de transport de l'Outaouais. En début de semaine, c'était ce qui s'est jasé dans la fin de semaine, dont je n'avais pas parlé d'ailleurs, jeudi passé, parce que je ne le savais pas. Il y avait la suspension du vice-président du syndicat des chauffeurs et employés d'entretien, Guy Gosselin, et ça a fait beaucoup jaser sur les médias sociaux. Je l'ai vu passer et je me suis dit, boy, ça commence mal la semaine. On savait tous que mercredi, les deux parties, le syndicat et l'employeur, la Société de transport de l'Outaouais, devaient se rendre devant le médiateur avec une réponse par rapport à l'offre d'arbitrage qui avait été faite par le médiateur. On s'enfarge un peu dans les fleurs de tapis entre l'employeur et le syndicat, à savoir quel serait le contenu de l'arbitrage. Un arbitrage d'une convention collective, ça peut être très long, mais s'il y a déjà plein de choses de régler, puis on se concentre que sur les clauses qui restent à régler, ça peut être moins long. En tout cas, il y avait divergence. J'avais bien hâte de voir ce qui s'en venait. Le syndicat avait déjà annoncé que fort probablement qu'il y aurait une première journée de grève, parce que ça, c'est plus une grève de zèle. Certains appellent ça des grèves de lâche. C'est des moyens de pression. Fait qu'on va arrêter là, avec l'histoire de lâche. C'est des moyens de pression. Si l'employé n'est pas content, il peut toujours procéder à un lock-out. C'est son droit le plus strict. Donc, ce que ça veut dire, les moyens de pression à la STO, ça voulait dire que les chauffeurs et les employés couverts par la convention collective ne faisaient plus de supplémentaires. Donc, ça a forcé certains réaménagements, mais je ne sais pas, vous n'êtes pas dans le public comme moi, comme certains de mes amis, collègues, journalistes, commentateurs. On se fait inonder et d'un bord et de l'autre de la version de tous et chacun. Mais en début de semaine, cette suspension-là pour le VP qui est allé déranger une rencontre disciplinaire qui avait lieu avec le président du syndicat, donc une autre rencontre, ils sont allés montrer leur appui et ça, je pense que c'était au mois de janvier 2017. L'employeur n'a pas apprécié et a trouvé que c'était une faute grave et compte tenu de ça, il imposait, je pense, c'est 3 jours de suspension sans date. Moi, ça me fascine en passant quand un employeur te suspend pour une faute grave, puis que premièrement, il prend 2 mois pour l'imposer, je trouve déjà que ça a de l'air moins grave comme geste. Si ce n'était pas assez grave pour mériter une sanction pratiquement immédiate, bien, c'est un peu difficile de prétendre au fait que c'est une sanction, c'est un geste grave qui avait été posé. C'est pas comme s'ils ont besoin de faire une grosse enquête, là. Ils ont juste à regarder le dossier de l'employé. Y a-t-il déjà fait la même chose? Si oui, est-ce que ça aggrave le cas? Quel est le geste qu'on lui reproche? Puis prenez une décision, Simonac. Alors, d'avoir pris comme ça autant de temps, ça me laisse croire que ça fait partie un peu de... Le syndicat a des moyens de pression et l'employeur, bien, il met ses pressions à sa façon avec toutes sortes de sanctions, mais qui, pour l'instant, n'ont pas de conséquences autres que de mettre le feu aux poudres. Il y a eu d'autres sanctions au président aussi du syndicat, Félix Gendron. En tout cas, la merde est installée là-dedans. Je ne sais pas comment ils vont faire pour régler tout ça. Le médiateur n'a pas l'air d'avoir grand succès avec les partis parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif qui semble sortir de là. Il y a eu la rencontre mercredi et l'employeur a sorti une espèce de lapin de son chapeau en déposant sur la table une offre. Une offre qui c'était pas clair au début, puis on n'a pas les chiffres devant nous. Alors, je dis ça sous toute réserve. Selon la version du président du conseil d'administration, le conseiller Gilles Carpentier, c'est lui qui est le président de la STO. J'écoutais une entrevue qu'il donnait à la radio où je suis au 104.7 tous les matins et M. Carpentier semblait dire « On a modifié notre offre, mais sans parler d'ajout d'argent. » Alors, ça donnait une impression qu'il avait simplement changé les catégories pour essayer de trouver un terrain d'entente. Le syndicat a dit « Non, merci ».
et on se trouve avec ce qu'on appelle des grèves rotatives. Ça veut dire qu'une journée, c'est là, comme aujourd'hui, c'est le jeudi, les chauffeurs d'autobus, les employés d'entretien sont en grève. Ils reviennent au travail demain. La semaine prochaine, fouillez-moi, j'ai aucune idée, je ne peux pas vous annoncer quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Et ainsi soit-il, jusqu'à temps que soit l'employeur se tanne, les sacre tous en lock-out, ou bien encore qu'il y ait un règlement, et je le souhaite ardemment, parce que veut pas. Que l'offre soit maintenant rendue à 8 millions plutôt que 6 millions, le syndicat qui serait à 18 millions, paraît-il, selon le syndicat, ce n'est pas tout à fait exact. Je ne veux même pas embarquer là-dedans. Ce que je dis, c'est qu'on travaille pour le public, on essaie d'encourager les gens à avoir à embarquer dans le transport en commun. Il n'y a rien de pire que ce genre d'arrêt de travail, et d'un bord ou de l'autre, pour créer des insatisfactions, pour faire en sorte que le public, qu'on avait habitué à prendre l'autobus, bien, va peut-être se retrouver et reprendre goût à la voiture. Alors, ce ne serait certainement pas la région qui sortirait gagnante de tout ça. On sait qu'au bout du compte, c'est le contribuable qui va payer de sa poche parce que la STO, bien sûr, qu'elle reçoit de l'argent de ses utilisateurs, mais jamais au niveau de ce que coûte réellement le système de transport public. Enfin bref, on pourra en jaser pendant des lunes. J'espère que quand on va se revoir la semaine prochaine ici à TVC Basse-Lièvre, ma TV, j'espère que j'aurai de meilleures nouvelles à vous faire. Entre-temps, des belles histoires, des gens qui offrent du transport à du monde, qui ne connaissent même pas, qui attendaient l'autobus. Ils ne savaient pas, imaginez jeudi matin qu'il y avait une grève d'autobus. Je ne sais pas où ils vivent, ces gens-là. Lâchez la musique, écoutez un peu les nouvelles, puis vous allez, ou lisez-les, allez sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait hier, que les autobus seraient en grève ce matin. Alors, gardez l'œil ouvert, attentif, soyez attentifs à ce qui passe. La tempête, elle, a passé en une journée et demie, et je vous dis, ça a frappé mal sale. Ici, en Outaouais, peut-être un peu moins, mais au Québec, 300 personnes qui ont été submergées, arrêtées sur l'autoroute 13 au Québec. Et ces gens-là, ça a pris une éternité avant qu'ils soient tous sortis de là. Il y a eu mort de personnes il y a une personne de plus de 70 ans qu'on a trouvée morte à la Ville-la-Salle, ensevelie dans sa voiture, ensevelie sous la neige. En tout cas, un fouillis monumental. Et jeudi matin, on commençait déjà à pointer du doigt, se poser la question, mais qu'est-ce qui a pu aller si mal? C'est une tempête de neige, mesdames et messieurs, et je me disais, il n'aurait pas fallu qu'il y ait un tremblement de terre majeur, des inondations pour finir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait réagi avec les dirigeants qu'on a présentement. Alors, c'est sûr que le ministre Lessard, qui est le ministre des Transports, le ministre... j'oublie son collègue de la sécurité publique qui était à ses côtés pour participer à une conférence de presse. Ça n'avait pas l'air de la grande empathie. Le premier ministre du Québec a eu l'air plus empathique vis-à-vis de la situation que beaucoup de personnes ont subi dans la journée, surtout d'hier, de mercredi, où c'était l'enfer. Écoutez, à Montréal, on parle de beaucoup de centimètres. On parle, je pense, jusqu'à 40 centimètres de neige. C'était assez épouvantable dans une seule bordée. Alors, c'était pas nécessairement facile à gérer. Mais en même temps, je me pose la question. Moi, j'avais une voiture, je l'ai encore, là, elle n'a pas été reprise de possession, mais quand je suis entrée dans ma voiture mercredi matin, j'avais un déjeuner avec une personne que je connais et je ramenais la personne chez elle et en entrant dans ma voiture, en sortant du restaurant, ma voiture m'a parlé. Imaginez, j'ai entendu une voix, moi qui n'est pas sur le système Sirius avec voix, je fais juste regarder la carte comme ça. Il y a une voix qui me disait qu'il y avait un blizzard à 80 km de l'endroit où je me situais au moment où la voix me parle. Donc, avec la technologie, on se rappellera l'adjointe en communication de Donald Trump qui disait que le monde était sous surveillance avec des micro-ondes. Ça a l'air que ça va loin, la surveillance. Venez pas me faire croire qu'avec tous ces moyens-là à la disposition de tous nos gouvernements, qui ne sont pas capables de nous envoyer une petite note au Québec pour dire « Attention, évitez de prendre le volant demain, évitez de prendre la route. » Autant que faire
se peut, de façon à ce qu'on limite la situation d'urgence dans laquelle on s'est trouvé. Combien de gens, encore jeudi, il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait une grève de transport en commun ici dans la région. Alors, qu'on ne se surprenne pas qu'il y en a qui doivent vivre sous une roche et qui ne comprennent pas qu'il y a des annonces que oui, il va y avoir une tempête. La tempête, on l'a annoncé toute la semaine. Est-ce que, d'un autre côté, Météo Média nous a tellement habitués avec... Des fois, j'ai l'impression que j'écoute un téléroman avec bien du drame et là, on nous annonce les pires intempéries puis finalement, on n'a presque rien. C'est quand même pas normal que je reçoive des alertes parce que lorsque j'étais en Floride, je m'étais abonné 0 sous, là, ça me coûte 0 à un site Internet qui est rattaché au Doppler américain, mais il couvre toute l'Amérique du Nord et il m'annonce ma température à Gatineau avant même Météo Média. Il faut le faire, mais à ce moment-là, je pose les gestes en conséquence. Si je sais qu'il ne fait pas beau mercredi, je ne sors pas mercredi. Si je sais qu'il va y avoir une immense des orages, etc., je fais attention, je ne sors pas pendant ce temps-là. Alors, mais ce n'est pas ça qui se passe. Et là, bien, finalement, tout le Québec est en maudit. Après qui? Le gouvernement, parce qu'on n'est pas, quand on n'est pas content au Québec, bien, on vise nos dirigeants. Philippe Couillard qui disait qu'on va se pencher sur cette façon d'informer nos citoyens québécois. De façon à ce que ça ne se reproduise pas, pour que tout le monde soit avisé, puis que finalement, ce soit des gens qui prennent des risques, qui le fassent à leur risque et péril, de sortir sur les routes quand ils savent qu'il ne fait pas nécessairement très beau. Puis en même temps, parenthèse, attention à la façon qu'on conduit, pas obligé de conduire à 130 km sur une autoroute quand il y a une immense tempête, puis que ça glisse, puis le vent, c'est épouvantable. C'est ça qui souvent cause des accidents. Il y a déjà des têtes qui roulent. Le jeudi matin, je ne fais pas de blague, ou jeudi en fin d'avant-midi, on annonçait déjà qu'il y avait une sous-ministre adjointe qui perdait sa job au niveau du ministère des Transports. Bravo, ils ont trouvé leur bouc émissaire. Ça, je suis allergique à ce type de geste-là. L'ultime dirigeant, c'est le ministre. Et règle générale, l'imputabilité exige que ce soit le ministre qui s'incline en disant « je n'ai pas su ». D'ailleurs, il n'avait pas l'air de trouver ça si urgent que ça, comme les gens de son ministère. Si tu as un boss en haut, un ministre qui te dit « Hey gang, à 1h du matin, il faut que ça grouille, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on donne un service impeccable, qu'on mette tous les services d'urgence ensemble », bien, il me semble que le reste suit. Alors, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des appels conférences auxquels brillaient par leur absence les gens du ministère des Transports. Et il y a aussi d'autres gens qui vont au niveau de la Sûreté du Québec, qui vont prendre leur trou. En tout cas, on fait une pause et on revient. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Et voilà, nous sommes de retour. Pas trop essoufflé, j'espère, de la tempête. Si vous avez pelleté, vous êtes comme moi. Oui, ça, c'était essoufflant. Au niveau municipal, vous le savez, on est en année électorale. Alors, les annonces se multiplient, à savoir qu'un tel, une telle se présente comme candidat. Cette semaine, à la ville de Gatineau, quelques conseillers se sont présentés devant les médias pour dire qu'ils se regroupaient dans ce qu'on appelle, non pas un parti politique, mais plus une espèce de groupe
informel, et je répète, qui n'est pas un parti politique, mais où le nerf de la guerre, ça va être la façon de faire la politique. Les principaux, je dirais, porte-parole de ce, pas porte-parole au sens de Québec solidaire, là, où ce sont des leaders ou des chefs, malgré que peut-être que les mois qui suivent vont nous donner cette impression-là, parce que c'est quand même deux conseillers pas mal solides, là, qui sont articulés, qui ont du matériel de leadership, même s'ils ne se présentent pas à la mairie. Je parle de Daniel Champagne, je parle de Gilles Carpentier, malgré que lui va manger une coupe de claque avec ce qui se passe à la STO. Pas le dossier le plus simple à piloter. C'est un genre de dossier qui fait une carrière et qui peut briser une carrière politique. On verra, l'avenir nous le dira. Mais enfin bref, ces gens-là, Audrey Bureau qui va se présenter dans Elmer, la fille de l'ancien maire Marc Bureau, M. Duggan, Mike Duggan, qui se présente aussi dans Elmer, qui va se représenter pas dans son district qu'il représente actuellement, mais contre un de ses collègues d'Action Gatineau dans un autre district. Il y a aussi Pierre Lantier, l'ancien porte-parole de la Sûreté municipale de Gatineau. Vous vous rappelez sûrement de lui, vous l'avez sûrement entendu parler soit à la télé ou à la radio. C'est souvent la voix de la police de Gatineau. C'était la voix de la police de Gatineau. Il avait pris sa retraite à l'automne passé. Il s'était un peu recyclé dans l'agence de voyage. En tout cas, il avait l'air de prendre ça le fun, prendre ça cool comme retraite. Et là, il annonce qu'il se présente aussi aux prochaines élections municipales. Alors, il y a un groupe, et j'ai l'impression que tous ceux qui ne seront pas dans Action Gatineau, ou la plupart, vont se regrouper à l'intérieur de cette organisation non parti politique. Et ça va peut-être un peu complexifier la chose, parce que des gens que je connais qui votent au municipal strictement en fonction pour un parti politique, contre un parti politique. C'est malheureux à mon point de vue, parce que des fois, il faut regarder les idées des gens, regarder les individus aussi, mais enfin bref. Alors, ça risque de complexifier. Je faisais une blague cette semaine à l'effet que les pancartes risquent d'être complexes. Membre ou candidat Action Gatineau, candidat d'un presque parti politique, mais qui n'en est pas un, candidat d'absolument aucun parti politique, ni officiel, ni officieux, et ainsi de suite. Alors, ça ne sera pas nécessairement facile de s'y retrouver. Ça me donne l'impression que ça va être soit une bonne opposition, ou si c'est des gens qui sont d'accord avec Action Gatineau, on va se poser la question pourquoi ils n'en font pas partie. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas vivre la notion d'investiture, la notion très démocratique d'Action Gatineau, d'avoir des investitures dans tous les districts, ce qui fait que ce sont les membres du parti qui décident de qui sera leur candidat. Moi, j'aime ce genre de concept. Enfin, à suivre. Celui qui a fait aussi jaser de lui, c'est Denis Tassé. Denis Tassé, j'en dirais pas grand-chose. Il est revenu de ses vacances en Floride. Il s'assume, qu'il nous dit, bien, il va falloir qu'il assume le fait que la question qui tue dans son cas, c'est pas nécessairement, il n'était pas là pour voter pour Guertin, alors que c'est un des principaux opposants au maire de Gatineau actuel, Maxime Penneau-Jobin, sur la question de l'aréna Guertin. On peut se poser la question, mais c'est qu'est-ce qui faisait à prendre des vacances alors que la ville de Gatineau siège, qu'il y a du travail à faire? Est-ce qu'on ne devrait pas, pour des politiciens, essayer de concentrer nos vacances dans les périodes où ça ne siège pas? Moi, je sais que comme ancienne politicienne, c'est ce que je faisais. Je sais que la plupart de mes collègues le font aussi. Sinon, ça donne l'impression, regarde, mon travail. En tout cas, ça sera certainement à suivre. Je pense que les gens n'ont pas fini de lui poser des questions là-dessus. En fin de semaine, d'ailleurs, on sait que c'est plus ou moins, ça va plus ou moins bien quand on fait des grosses annonces la fin de semaine, quand le monde ne porte pas trop attention à la nouvelle. Et une des grosses nouvelles, vous vous rappellerez, il y avait dans le temps de Stephen Harper, le premier ministre du Canada, il imposait tout le temps une entente avec les provinces sur les argents que le fédéral envoyait aux provinces en matière de santé et services sociaux. C'est de la grosse argent, c'est de l'argent que les provinces ont énormément besoin. C'est leur juridiction, mais le fédéral impose beaucoup les Canadiens pour justement participer dans le réseau de la santé parce qu'il aime ça mettre son nez, il aime ça fourrer son nez un peu partout. Alors, M. Harper avait l'habitude d'imposer ses conditions et le montant qu'il était pour verser
quand j'ai imposé ces conditions, il n'imposait pas les conditions là où les provinces devaient prendre cet argent-là et le dépenser. Mais en tout cas, il disait comment est-ce qu'il était, puis quand est-ce qu'il était pour verser cet argent-là. Il avait parlé de baisser les hausses de transferts en santé à partir de cette année. Et mon Dieu, que les libéraux se sont déchirés leurs chemises en campagne électorale. C'était épouvantable, écœurant, comment le gouvernement Harper maltraitait les provinces. Bien là, il y a eu un front commun des provinces qui ont dit on ne pliera pas parce que le premier ministre Trudeau et sa ministre de la Santé a fait pratiquement la même chose. Premièrement, M. Trudeau ne s'est pas présenté du tout pour aller parler, c'est drôle, au premier ministre des provinces et territoires, parce qu'il savait très bien qu'il va avoir l'air... Lui, on le garde pour qu'il ait l'air du bon et beau garçon. Il a envoyé sa ministre de la Santé, Mme Philpott, et son ministre des Finances, M. Morneau, qui va déposer un budget la semaine prochaine, d'ailleurs, on y reviendra. Et dans ce contexte-là, ils ont imposé, et ils ont même eu l'audace d'imposer dans quel domaine en santé est-ce que les provinces devront, dépenser cet argent-là. Et ça, je trouve, pour un concept de fédération, de fédéralisme, d'ouverture coopératif qui avait commencé sous l'ère de Paul Martin avec le fédéralisme asymétrique, il y a un problème sérieux. Mais il y a un problème encore plus sérieux quand on se rend compte que la ministre de la Santé était toute excitée, elle a fait plier. Il y a des provinces qui ont plié tout de suite, les provinces de l'Atlantique sont tellement pauvres qu'ils avaient besoin de cet argent-là. Puis c'est un peu comme du chantage. Hein? Le fédéral dit, si tu veux avoir cet argent-là, bien, c'est bien de valeur, il va falloir que tu le prennes direct de même. C'est à peu près comme ça qu'ils ont négocié. Et certaines provinces, alors, petit à petit, le Front commun s'est effrité. Au moment où on se parle, avant l'entente qui est intervenue en fin de semaine avec le Québec, l'Ontario et l'Alberta, je crois, il restait que le Manitoba, en plus de ces trois provinces-là. Maintenant, il ne reste que le Manitoba qui se tient debout, mais le Manitoba commence à pas crier famine, mais le fédéral, dans d'autres dossiers où il devrait verser de l'argent, retient les argents, selon la version de la province de Manitoba, du Manitoba. Et ça, si c'est le cas, c'est effectivement de l'extorsion, c'est du chantage. Et ça, je ne peux pas croire que le gouvernement Trudeau n'en paiera pas à un moment donné un prix politique ou qu'il n'y aura pas, soit qu'au niveau médiatique, les journalistes sont tellement essoufflés parce qu'ils n'ont pas le temps de tout couvrir. Ça avait été 10 ans passés, ça aurait probablement conduit le Québec pas loin d'un prochain référendum. D'ailleurs, ça montre comment cette histoire-là, la faiblesse du mouvement souverainiste, à mon point de vue. Et ça me fait parler de Martine Ouellette, qui a été couronnée juste comme ça. Elle avait un adversaire, finalement, elle n'avait plus d'adversaire. Et en une journée, elle est toujours en passant députée du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Elle maintient ce poste-là tout en étant chef du Bloc québécois à Ottawa. Je vous ai déjà donné mon point de vue sur le sujet. Je trouve ça épouvantable. C'est rire des systèmes, te faire payer par un pour aller te représenter dans l'autre. Moi, je trouve ça absolument épouvantable. Mais plus encore, quand je regarde le Bloc québécois qui a déjà été le parti qui avait la majorité des sièges au Québec, qui avait presque la totalité des sièges, qui est maintenant le troisième, si pas le quatrième parti au Québec, dont on n'entend pas beaucoup parler. Mme Ouellette a beau dire que ce n'est pas un parti de dinosaures, c'est comme le phénix, ça va renaître de ses cendres. J'ai un peu de misère à y croire. Il y avait une belle opportunité. Ils ont préféré aller rapidement pour confirmer son couronnement parce qu'ils se disaient qu'elle s'est présentée à la chefferie du Parti québécois. Je pense qu'elle n'avait même pas 5 là, du vote des membres. Alors, je pense que le Parti québécois est content de se débarrasser de cette pressée. C'est une femme intelligente, par contre, mais je pense que le Bloc québécois a manqué une belle opportunité de faire parler de lui longuement pendant une course qui n'avait pas besoin d'être trop longue, tout de suite après celle des conservateurs, peut-être même un peu avant celle du NPD pour leur damer le pion. Non, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de relève dans le parti. Et comment fera-t-elle si c'est pour siéger à l'Assemblée nationale, pour donner cette visibilité au Bloc québécois à Ottawa, à moins d'avoir les médias qui vont lui faire une plus grande place que ce qu'elle mérite, un peu comme on a fait avec notre ami Donald Trump aux États-Unis. Alors, ce sera à suivre, le Bloc québécois.
Moi, je trouve que ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas un signe d'une démocratie, d'un parti démocratique fort. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a besoin jusqu'à un certain point parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir personne qui décrit l'attitude centralisatrice du gouvernement libéral du Canada, que ce soit dans le dossier de la santé et on le verra sûrement dans les dossiers deuxième budget du gouvernement fédéral qui va sortir mercredi prochain, le 22 mars. Et j'ai bien hâte parce qu'il y a eu tellement, mais tellement de promesses qui avaient été faites autour du budget, du premier budget ou de la campagne électorale, mais qui ne se sont pas nécessairement concrétisées. Seule chose qui s'est concrétisée, c'est qu'on avait parlé de déficit. C'est encore plus gros que ce qu'on pensait. Alors, ça sera à suivre. Mais quand on regarde tout ça, on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'opposition pour dire à ce gouvernement centralisateur et qui fait peut-être aussi pire que les conservateurs, mais avec le sourire et une image sympathique, jeune et très photogénique du premier ministre. Alors, on envoie le premier ministre puis on assomme d'un bord. Moi, je suis allergique à ça. Je suis allergique à Donald Trump, vous le savez. Alors, je ne peux pas m'en empêcher. Encore cette semaine, il y a eu une journaliste qui a reçu des pages de ses rapports d'impôts, mais ce qui fait surtout jaser, c'est qu'il aurait dit, je l'ai lu, il veut envoyer Snoop Doggy Dogg, je ne sais pas si vous le connaissez, ce rappeur américain qui ne fait pas dans dentelle, qui est un ardent défenseur de la légalisation du pot, qui ne se gêne pas même pour en fumer publiquement des fois quand il fait partie de certaines émissions. Il y a une émission présentement avec, devinez qui, Martha Stewart, la reine de tout ce qui s'appelle belle, bonne étiquette, nourriture, décoration de maison, etc. Ça fait toute une combinaison. Il a sorti un clip avec Donald Trump où, à un moment donné, il prend un fusil d'enfant puis il fait semblant de le tirer. Il montre Trump comme un grand clown. Il y a bien des gens qui seraient d'accord avec Snoop Dogg, mais parce qu'il faisait semblant de tirer le président, le président Trump a dit « Quelle horreur, c'est épouvantable. Si ça avait été Obama, vous auriez tous demandé à ce qu'il aille en prison. » Alors, la prison. Alors, un autre beau volet de cette saga Donald Trump président. Par contre, je ferai remarquer au président Trump qu'il y en a eu des images où on brûlait Barack Obama comme président parce qu'on trouvait toutes sortes de choses effrayantes et il ne s'est pas offusqué de ça. Comme quoi, la politique, à la semaine prochaine.